Il y a des moments dans l'histoire où le monde financier bascule. Des moments où des fortunes entières, construites sur des décennies de travail acharné, disparaissent en quelques semaines, parfois en quelques jours. Des moments où des hommes qui se croyaient intouchables se retrouvent à mendier dans les mêmes rues où ils paradaient autrefois en voiture de luxe. Ces moments s'appellent les effondrements économiques, et l'histoire en est tragiquement riche. La crise de 1929, l'hyperinflation de la République de Weimar, l'effondrement de l'Argentine en 2001, la catastrophe financière de 2008, la déroute du Venezuela dans les années 2010. À chaque fois, le même spectacle dévastateur. À chaque fois, les mêmes perdants. Et pourtant, à chaque fois, quelques actifs traversent la tempête avec une sérénité déconcertante. Comme si la crise ne les concernait pas, comme s'ils existaient dans une dimension parallèle où les lois ordinaires de la panique financière ne s'appliquaient pas. Ce sont ces actifs que nous allons examiner aujourd'hui. Et nous allons aussi examiner, avec la même rigueur, ceux qui ont tout perdu. Car comprendre ce qui survit est inséparable de comprendre ce qui sombre. Commençons par une vérité fondamentale que l'histoire économique enseigne avec une constance remarquable. Tous les actifs ne sont pas créés égaux face à la crise. Certains tirent leur résilience de leur rareté physique, d'autres de leur utilité essentielle, d'autres encore de la confiance institutionnelle que des siècles ont fini par cristalliser autour d'eux. Mais avant de nommer ces survivants, il faut comprendre pourquoi les effondrements économiques détruisent certains actifs aussi radicalement. La réponse tient en un seul mot, confiance. La valeur de la plupart des actifs financiers modernes repose non pas sur une réalité physique tangible, mais sur une convention collective, un accord tacite selon lequel telle action vaut tant, telle obligation rapportera tant, telle monnaie pourra acheter tant de biens. Quand la confiance s'effondre, ces conventions volent en éclats. Et les actifs qui n'ont pour fondement que cette confiance collective s'évaporent avec elle, parfois jusqu'au dernier centime. Le premier actif qui a traversé les effondrements économiques avec une régularité presque monotone, c'est l'or. Non pas parce qu'il est magique, non pas parce qu'il possède des propriétés surnaturelles, mais parce qu'il réunit plusieurs caractéristiques que presque aucun autre actif ne peut prétendre posséder simultanément. L'or est rare, et sa rareté est naturelle, non artificielle. On ne peut pas décider d'en produire davantage par décret gouvernemental ou par manipulation de taux d'intérêt. L'or est universellement reconnu. À Babylone comme à Londres, à Pékin comme à Buenos Aires, depuis 5000 ans d'histoire humaine, l'or a toujours représenté une réserve de valeur que n'importe qui, dans n'importe quelle culture, était prêt à accepter. L'or est physiquement indestructible. Il ne rouille pas, il ne se décompose pas, il ne disparaît pas dans la faillite d'une banque ou dans la dévaluation d'une monnaie. Pendant la Grande Dépression des années 30, alors que le marché boursier américain perdait près de 90% de sa valeur, et que des milliers de banques fermaient leurs portes, ceux qui détenaient de l'or physique regardaient la catastrophe depuis une position de relative sécurité. Pendant l'hyperinflation allemande de 1923, quand il fallait des brouettes de billets pour acheter un pain, les Allemands qui possédaient quelques pièces d'or pouvaient encore vivre dignement. Pendant l'effondrement argentin de 2001, quand le peso perdit en quelques semaines une grande partie de sa valeur, et que les banques gelèrent les comptes de leurs déposants, l'or conservait son pouvoir d'achat avec une indifférence presque cruelle envers les détenteurs de monnaie papier. Le World Gold Council a documenté ce phénomène avec une précision statistique. Lors du krach financier de 2008, alors que les indices boursiers mondiaux s'effondraient, le cours de l'or progressa dans l'année, devenant l'un des rares actifs à terminer la période dans le vert. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma récurrent qui se répète à chaque grande crise systémique depuis que l'histoire économique est consignée par écrit. Le deuxième actif survivant est moins glamour que l'or, moins romanesque, mais tout aussi puissant dans sa capacité à traverser les tempêtes, l'immobilier bien positionné. Le mot-clé ici est bien positionné, car tous les biens immobiliers ne se valent pas face à la crise, et nous verrons pourquoi certains s'effondrent aussi violemment que les actions. Mais l'immobilier résidentiel dans des zones urbaines denses, dans des villes qui concentrent les activités économiques essentielles, a démontré une résilience remarquable au fil des siècles. La raison fondamentale est simple et presque évidente une fois énoncée. Les gens ont toujours besoin de se loger. Quelle que soit la gravité de la crise économique, les êtres humains ne peuvent pas cesser d'occuper un espace physique. Cette nécessité absolue crée un plancher de valeur sous l'immobilier résidentiel que presque aucun autre actif ne possède. Pendant la Grande Dépression, certes, les prix immobiliers chutèrent, mais ils ne tombèrent jamais à zéro. Les maisons restèrent des maisons. Les propriétaires qui ne furent pas forcés de vendre dans la panique, conservèrent leur patrimoine et virent sa valeur se reconstituer dans les années suivantes. Après la Seconde Guerre mondiale, dans des pays dévastés comme l'Allemagne et le Japon, c'est la reconstruction immobilière qui constitua le premier pilier de la renaissance économique. La pierre, littéralement et métaphoriquement, fut le fondement sur lequel on rebâtit. Les marchés immobiliers parisiens et londoniens, pour prendre des exemples documentés, ont traversé 2 guerres mondiales, plusieurs crises financières majeures, des périodes d'hyperinflation et de déflation, et ont toujours fini par retrouver et dépasser leurs niveaux antérieurs sur le long terme. Ce n'est pas une performance parfaite, et l'immobilier connaît ses propres cycles douloureux, comme la crise des subprimes américaines de 2008 l'a douloureusement rappelé. Mais comme actif à long terme dans des zones géographiques stratégiques,
il reste l'un des survivants les plus constants de l'histoire économique. Le troisième actif qui mérite d'être étudié, est peut-être le plus surprenant pour un public moderne, les terres agricoles et les ressources alimentaires. À chaque grande crise de l'histoire, quand les monnaies s'effondrent et que les systèmes financiers se grippent, l'économie finit toujours par revenir à ses fondamentaux les plus bruts. Et le fondamental le plus brut de tous, c'est la nourriture. Celui qui possède la terre qui produit la nourriture possède quelque chose que personne ne peut décréter sans valeur. Pendant les périodes d'hyperinflation dans l'Allemagne de Weimar, les agriculteurs se retrouvèrent soudainement dans une position de pouvoir extraordinaire. Ils échangeaient des denrées alimentaires contre des objets de valeur que des familles urbaines ruinées proposaient en désespoir de cause. Des tableaux de maître, des bijoux, des montres de luxe, tout s'échangeait contre du beurre, des œufs et de la farine. La terre qui produit de la nourriture n'a jamais eu de valeur nulle dans toute l'histoire de l'humanité. C'est un actif aussi ancien que la civilisation elle-même, et c'est précisément cette ancienneté qui fait sa force. Pendant la Grande Dépression américaine, les fermiers du Midwest souffrirent certes, mais ceux qui possédaient leurs terres en propre et produisaient suffisamment pour se nourrir eux-mêmes survécurent à la catastrophe, là où des spéculateurs de Wall Street se retrouvèrent à la rue. Le quatrième actif qui traverse les crises avec une constance remarquable est plus abstrait, mais non moins réel, les compétences rares et essentielles. Ce n'est pas un actif financier au sens traditionnel du terme, mais c'est un capital au sens le plus littéral. L'histoire économique montre avec une régularité saisissante que certaines compétences conservent leur valeur même quand tout le reste s'effondre. Les médecins, les ingénieurs, les artisans maîtrisant des techniques indispensables, les personnes sachant réparer, construire, soigner, ont traversé les crises les plus sévères sans jamais se retrouver complètement démunis. Pendant la Révolution française, quand la noblesse perdait ses propriétés et ses titres, les artisans et les professionnels de santé continuaient à être sollicités et rémunérés. Pendant l'effondrement soviétique de 1991, quand des ingénieurs et des professeurs se retrouvèrent soudainement sans salaire dans une économie désintégrée, ceux qui possédaient des compétences applicables à l'économie de marché émergente trouvèrent rapidement à s'employer. La compétence rare est un actif que personne ne peut confisquer, que l'inflation ne peut ronger et que la faillite d'une banque ne peut effacer. Elle voyage avec son propriétaire et produit de la valeur dans n'importe quel contexte économique. Le cinquième et dernier grand survivant des effondrements économiques est la diversification géographique du patrimoine. Cela peut sembler moins romantique que l'or ou moins concret que l'immobilier, mais l'histoire des grandes fortunes qui ont survécu aux catastrophes économiques révèle presque systématiquement ce même schéma. Ceux qui avaient réparti leurs actifs entre plusieurs pays, plusieurs monnaies, plusieurs systèmes juridiques, résistèrent infiniment mieux que ceux qui avaient tout concentré dans un seul pays, une seule monnaie, un seul système. Quand l'Argentine s'effondra en 2001, les familles qui avaient des comptes en Uruguay ou des propriétés aux États-Unis purent traverser la crise sans perdre la totalité de leur patrimoine. Quand la Russie fit défaut sur sa dette en 1998, les oligarques et les entrepreneurs qui avaient anticipé et diversifié à l'international conservèrent leur position. La diversification géographique n'est pas une astuce moderne de conseiller financier. C'est une leçon que les grandes familles marchandes vénitiennes, flamandes et hanséatiques avaient tirée dès le Moyen-Âge, en répartissant leurs actifs entre différentes cités-États pour se protéger contre les aléas politiques et économiques locaux. Maintenant parlons de ceux qui ont tout perdu. Car la liste des survivants serait incomplète et même malhonnête sans examiner, avec la même rigueur, les actifs qui se sont évaporés dans les crises. Le premier grand perdant récurrent de l'histoire économique, ce sont les obligations d'État des pays en faillite. L'idée que la dette souveraine est une valeur refuge est une vérité conditionnelle qui devient un mensonge dangereux en situation de crise profonde. Quand un État fait défaut, ses obligations ne valent plus rien, ou presque. L'histoire est jalonnée de défauts souverains catastrophiques. L'Argentine a fait défaut 8 fois depuis son indépendance. La Russie en 1998 laissa des milliers d'investisseurs avec des titres sans valeur. La Grèce en 2012 imposa une restructuration de sa dette qui fit perdre à ses créanciers une fraction considérable de leur capital. Ceux qui avaient concentré leur épargne en obligations d'un État, qui s'avéra incapable de rembourser, apprirent à leurs dépens que la sécurité apparente de la dette souveraine n'est garantie que par la solidité de l'État qui l'émet. Le deuxième grand perdant est la monnaie papier d'un pays en hyperinflation. C'est peut-être la destruction de richesses la plus cruelle et la plus rapide que l'histoire économique ait documentée. En Allemagne en 1923, le mark perdit sa valeur à une vitesse si vertigineuse que les travailleurs réclamaient d'être payés 2 fois par jour pour pouvoir dépenser leur salaire avant qu'il ne se soit encore dévalué entre le matin et le midi. Au Zimbabwe dans les années 2000, des billets de 100 trillions de dollars zimbabwéens ne permettaient pas d'acheter un litre d'essence. Au Venezuela récemment, des familles virent l'épargne d'une vie entière se transformer en papier sans valeur en quelques mois. La leçon est brutale et sans appel. Détenir sa richesse sous forme de monnaie papier dans un pays dont les institutions monétaires sont fragiles ou corrompues, c'est s'exposer à une destruction totale de son patrimoine dont l'histoire offre d'innombrables exemples. Le troisième grand perdant des effondrements économiques, et peut-être le plus douloureux pour ceux qui l'ont vécu, ce sont les actions dans des secteurs cycliques ou dans des entreprises surendettées.
En 1929, des milliers d'investisseurs américains virent la valeur de leur portefeuille boursier fondre de 90%. Des hommes qui avaient emprunté pour investir en bourse, attirés par les rendements spectaculaires des années 20, se retrouvèrent non seulement ruinés mais endettés pour des montants qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Certains se suicidèrent. D'autres ne se remirent jamais de cette dévastation financière. Ce n'est pas que la bourse soit fondamentalement un mauvais actif à long terme, l'histoire a montré que les marchés finissent toujours par se redresser sur des horizons suffisamment longs. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps d'attendre le redressement, pour ceux qui avaient besoin de cet argent dans les années suivant l'effondrement, la perte fut totale et sans recours. Ce que l'histoire économique nous enseigne en définitive, en passant en revue ces cycles de destruction et de survie, est une leçon d'une profondeur et d'une actualité permanente. La richesse durable ne se construit pas sur les actifs qui promettent les rendements les plus spectaculaires dans les périodes de prospérité. Elle se construit sur des fondements qui ont démontré leur capacité à résister quand la marée se retire. L'or, la terre, les compétences indispensables, l'immobilier stratégique et la diversification géographique ne rendent pas riches rapidement. Ils ne font pas la une des magazines financiers dans les périodes d'euphorie boursière. Mais quand vient l'inévitable retournement de cycle, quand les certitudes s'effondrent et que la panique remplace l'optimisme, ce sont ces actifs-là qui permettent de traverser la tempête debout. Et c'est précisément ce que les grands effondrements économiques de l'histoire ont révélé avec une clarté sans équivoque. La différence entre ceux qui ont tout perdu et ceux qui ont survécu ne tenait pas à la chance, ni au talent particulier, ni à une information privilégiée. Elle tenait à une seule chose, la compréhension de ce qui a de la valeur quand tout le reste en perd.